Voilà, chers amis, bonsoir, bonsoir d'Israël. Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir un expert et un ami, Max Zeavi. Max Zeavi est un spécialiste en Israël pour le monde francophone en particulier, mais pas seulement, des PME, des petites et moyennes entreprises, de la gestion de ces petites et moyennes entreprises, de toutes les questions liées au financement, à l'installation, et avec évidemment une orientation particulière pour les nouveaux immigrants. Ça fait de très nombreuses années qu'il a conseillé, j'allais dire, énormément de personnes à monter leur entreprise en Israël. Et c'est pour nous un bonheur et un plaisir de l'accueillir. Comme vous le savez, une partie des immigrants de France, et il nous le dira tout à l'heure, pour toutes sortes de raisons et d'habitudes dans leur pays d'origine, et parce qu'ils ne connaissent pas forcément la langue, et parce que c'est pour eux peut-être parfois une bonne opportunité de commencer par un travail indépendant, veulent se monter à leur compte dans les différents domaines des opportunités qu'offre l'État d'Israël, simplement, et c'est un peu le titre de notre conférence, il faut changer de disquette quand on vient, et donc il faut éviter un certain nombre de pièges. Un certain nombre de pièges, c'est souvent des habitudes auxquelles ces gens qui étaient eux-mêmes des indépendants en France vont devoir être confrontés à la réalité israélienne, à laquelle ils vont devoir s'adapter. Et donc, Max a accepté gentiment notre invitation pour vous donner une partie importante de son expérience, évidemment aussi pour vous proposer par la suite ses services auxquels vous pourrez avoir droit et vous expliquera de quelle manière. Voilà, donc ce soir, c'est une conférence supplémentaire tout à fait spécifique, orientée dans le monde de la préparation de l'ALIA, dans le monde de la préparation de monter une entreprise en Israël. Et ce service vous est offert par l'Organisation sioniste mondiale, avec nos amis à Paris que vous connaissez maintenant très bien, puisque je vois un public fidèle qui nous suit depuis maintenant plus de 110 conférences depuis 18 mois. Yasmine Manahem Cohen à Paris, Naftali Lévy en Israël. Et voilà, c'est pour moi le moment de vous rappeler que vous pouvez poser vos questions et vous en aurez sûrement, et vous aurez ensuite à la fin les coordonnées de notre conférencier pour éventuellement des questions personnelles. Il ne traitera pas ce soir, il traitera de la question de façon beaucoup plus générale pour vous donner un peu un goût, une avant-première sur le monde de l'entrepreneuriat en Israël. Donc, vous pourrez poser vos questions sur le chat comme d'habitude. Nous tâcherons d'y répondre, soit en cours, soit en fin de conférence. Merci Max, bonne soirée et betzlacha lekoulam. Bonne soirée, bon appétit. Super. Ok, bonsoir à tous. Alors, moi, c'est Max Zavi. Vous pouvez mettre vos caméras, qu'on puisse vous voir. Ça fait toujours plaisir. Ce n'est pas obligatoire, mais ce sera super si vous le faites. Donc, on y va. Le but de cette soirée, ça va être de se rapprocher un peu de ce monde qui est le monde des entreprises en Israël. C'est-à-dire, quand on parle d'entreprise, je ne parle pas d'entreprise qu'en général, mais je parle surtout de PME, c'est-à-dire de petites et moyennes entreprises. Je parle d'entreprise, ça peut être un auto-entrepreneur qui a une idée, qui veut la monter en Israël. Comment faire pour avoir le plus de chances de réussir? C'est-à-dire, on va débuter d'abord avec je dirais, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de tomber dans des pièges qui existent déjà depuis très, très, très longtemps. C'est toujours les mêmes pièges. Donc, on se prépare à ces pièges-là pour éviter d'échouer quand on va monter notre entreprise en Israël. Donc, c'est tout à fait clair. Je parle d'entreprise où on parle d'une personne, c'est-à-dire une personne qui est le gérant, une personne qui va gérer ça, qui va se lancer, et je parle surtout d'un cas où c'est un Olé Khadash qui va se lancer en Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'on applique pour faire le meilleur qu'on peut? On va se servir surtout de la méthode dont on a l'habitude de se servir tout le temps, c'est surtout la logique. Et ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que cette méthode de se servir de la logique qui très souvent nous sert dans la vie ne marche pas toujours dans le monde des entreprises. Ce qu'on va voir, c'est que la logique ne passe pas en première place. Ce qui passe en première place, c'est d'abord la méthode. C'est-à-dire, si vous êtes intelligent et que vous avez une logique, ce n'est pas la meilleure façon de prendre les décisions. On va laisser notre logique de côté et on va se lancer d'abord avec ce qui est numéro 1 pour réussir une entreprise. La méthode.
on va comprendre comment les méthodes nous aident à réussir. D'abord la méthode, après la logique, après les sentiments, la famille et tout le reste, et après tout ce qu'il y a de mystique, parce que ça compte aussi, parce qu'on se dit, je vais prier et tout ira bien, et c'est pas toujours, ça suffit pas toujours de prier, ça aide de prier, mais c'est pas toujours suffisant. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous parler de 10 pièges qui sont les pièges les plus classiques que l'on rencontre quand on parle de petites et moyennes entreprises en Israël, surtout dans le domaine des Olim Hadashim qui montent, et là on va parler surtout des Olim Hadashim de France avec votre mentalité spéciale, enfin pas que de France, hein, tous les francophones avec leur mentalité spéciale, et on va voir comment arriver à se lancer en Israël pour avoir le plus de chances de réussir. Ok, alors on y va. Pour débuter, on parle très souvent d'une certaine logique qui nous dit, écoute, si quelque chose marche en France, eh bien, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas en Israël. Mais maintenant, ce qui est très, très important, c'est de comprendre que quand on crée une innovation, quand on vient avec quelque chose de nouveau, on se dit, bon, je vais me lancer, je vais être le premier à le faire en Israël. Ouais, si ça marche en France, ça va marcher. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, plus l'idée est originelle, moins elle existe en Israël, moins elle a de chances de réussir en Israël. Ce n'est pas obligatoire. C'est vrai que si ça réussit, il y a beaucoup de chances que ça réussisse très bien. Mais en gros, on n'est pas obligé de venir avec quelque chose de nouveau. On a beaucoup plus de chances à réussir en copiant ce qui est fait déjà en Israël, en le copiant ou en faisant quelque chose qui ressemble à ça, plutôt que venir avec une nouvelle idée. Le fait qu'aux États-Unis, tous les matins, j'avais l'habitude de me réveiller et d'acheter un Dunkin' Donuts. On achète un café et un donut tous les matins. Donc, tu te dis, attends, mais ça marche si bien aux États-Unis, donc je vais l'essayer en Israël. Et voilà, ils ont essayé Dunkin' Donuts en Israël. C'était un échec total. Et de la même façon, avec des services, ou de la même façon, avec le hockey sur glace. Ça marche aux États-Unis, ça ne marche pas en Israël. Pourquoi ça ne marche pas en Israël? On s'en fiche. La logique n'a rien à voir. Ce qu'il faut, c'est constater les faits. Je veux me lancer, je veux tester une idée. Le fait que ça marche en France ne veut pas dire que ça marche en Israël. Et on l'a déjà vu. Par exemple, en France, on marche dans les rues, on voit tout le temps des gens qui jouent la pétanque et tout, qui sont tout contents, qui sourient. Et en Israël, il n'y a presque personne qui fait de la pétanque. C'est-à-dire adapter le système. Si vous voulez faire quelque chose qui est une copie de ce qui marche en France, faites bien attention. Ça ne veut pas dire que ça va marcher en Israël. Le caractère israélien est tout à fait différent. Ce sont des gens qui sont différents. Ils ont des mœurs tout à fait différentes. Et c'est à nous, en tant qu'Olim Hadashim, à nous adapter à ce qui se passe en Israël et pas Israël à s'adapter à nous. Ça n'a rien à voir du tout. Israël existe et que tu sois là, que Yasmine soit là, que je sois là, qu'on soit tous là, qu'on disparaisse tous. Israël existe de toute façon. Donc, c'est à nous à venir maintenant et à trouver notre chemin. Et il faut faire bien attention que recopier quelque chose d'Israël en Israël marche 1000 fois mieux que de recopier une idée française en Israël. Ce sont des mentalités tout à fait différentes. Il faut faire bien attention. La France, c'est l'Europe. Israël n'est pas l'Europe. Israël, c'est quelque chose qui se trouve entre l'Europe, entre l'Asie, entre l'Afrique, une mentalité tout à fait différente. Ce n'est pas avec la logique qu'on va conquérir notre place ou créer une affaire qui va réussir en Israël. C'est avec une étude de marché, une méthode, et c'est là qu'il va falloir nous préparer. Je ne dis pas que copier des idées de France en Israël ne marche jamais. Ça peut très bien marcher de temps en temps. On l'a vu, et c'était un grand plaisir de voir de plus en plus de boulangeries et de pâtisseries françaises qui marchent en Israël. Et c'était super, ça faisait un plaisir incroyable. Ça débutait, il y avait à Ramat Gan, à Ashdod, à Jérusalem, de partout, et ça marche très bien à Tel Aviv. C'est très joli à voir. Bon,
On peut dire que la quantité des gens qui ont essayé de le faire était énorme. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont échoué aussi. Mais là, c'était une réussite. Mais ce n'est pas toute idée qui marche bien en France qui va marcher en Israël. Et là, je parle de la deuxième partie. L'éoline en tant que client. Je te pose la question. Et qui est-ce qui vont être tes clients? Définis-moi ton marché. Et très souvent, les Olim Hadashim ont tendance à me dire que leurs clients vont être des francophones. Mais faisons bien attention. Je donne de temps en temps des conférences. Je travaille aussi avec les gens qui sont nés en Éthiopie. Et je leur pose la question, quelle sorte d'entreprise s'y aimerait monter? Alors, c'est marrant. Tu te trouves devant une classe et toute la classe te répond à peu près la même question. Ah, moi, j'aimerais faire un salon de coiffure pour Éthiopiens. Le deuxième, il dit, moi, j'aimerais faire des habits pour Éthiopiens. Le troisième, de la musique éthiopienne. Le quatrième, de la bouffe éthiopienne. Je dis, bon, alors, dans cette classe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait créer un magasin de fleurs? Et toute la classe se marre de rire. Je dis, mais pourquoi vous riez? Il me dit, c'est parce que les Éthiopiens, ils n'achètent pas de fleurs. Je dis, mais attends, qui est-ce qui t'a dit que tu dois vendre des Éthiopiens? Les Éthiopiens socio-économiquement ne sont pas les plus hauts d'Israël. Ça n'a rien à voir. Le fait que vous venez de France, à part si tu es psychologue et qu'il y a besoin du langage, d'accord. Mais au cas où ce que vous allez créer, c'est un commerce, mais pourquoi rechercher les Français? Pourquoi rechercher les francophones? Est-ce que vous pensez que les Français sont les meilleurs clients? Eh bien, je vous dis que non. Hein. Ah non, 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 pas du tout. Ils sont durs comme clients. C'est pas facile de travailler avec des Français. Ils font une tête, ils regardent comme ça, ils sont sévères et tout. Attends, c'est pas. Je vous dis la vérité, hein, les Israéliens, ils sont un peu plus souriants, ils prennent la vie un peu plus au léger. C'est-à-dire, et je vous dis autre chose, hein, les Israéliens, quand tu leur donnes une valeur, ils paient de bon cœur. Ils aiment payer. Bon, ils n'aiment pas payer, j'ai exagéré, personne n'aime payer. Bon, on ne va pas rêver quand même, mais quand même, ils sont très bien en tant que clients. C'est-à-dire, on va libérer notre cerveau avec cette pensée que du fait que je suis français, je dois vendre aux Français. Laissez tous ceux qui peuvent vendre à quelqu'un d'autre, vendez à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas obligé de cibler les Français. Et pire encore, la majorité des Français qui sont au Libre Hadashim comme vous, au début, ils ont des problèmes. Max, on ne t'entend pas. Tu as fermé le micro. Depuis quand? 10 secondes. Ah, d'accord, ça ne fait pas une demi-heure, ce n'est pas du début. D'accord, bon, c'est bon. Non, ce n'est pas moi qui ai fermé le micro, il s'est fermé tout seul, c'est bon, ce n'est pas grave. OK, il faut me le dire. Ah, bonsoir, 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 dit à Jérémy, bonsoir. OK, donc je reprends. Les Olim en tant que clients ne sont pas les meilleurs clients. Si vraiment, toute votre idée, par exemple, un psychologue, ça ne va pas être facile d'être psychologue et de faire avec des Israéliens. Là, je suis tout à fait d'accord. Même si vous voulez monter une crèche, d'accord, ça ne va pas être facile. Donc, il va falloir attendre un moment pour étudier toutes les fêtes en Israël et le langage et la mentalité et voir aussi quelle est l'approche vis-à-vis des enfants. Ils sont bien moins sévères qu'en France. Enfin, moi, je me rappelle la France de mon enfance à Marseille. Je me rappelle que les profs, ils étaient assez sévères. Et tu arrives en Israël, c'est quelque chose, au début, ça a l'air d'une débandade. Attends, qu'est-ce qui se passe? C'est pas... Donc, on doit choisir nos clients. Nos clients ne doivent pas obligatoirement être les Français. À part si vous êtes obligé de viser les Français, il va falloir rechercher quels sont les bons clients. À mon avis, les meilleurs clients, ce sont les Israéliens. On verra aussi que quand tu donnes une valeur à un Israélien, il comprend la valeur que tu lui as donnée, il paye et il paye de bon cœur. Maintenant, faisons attention au troisième piège. Le troisième piège, ça va être la famille. Mes chers amis, écoutez bien. La famille, heureusement, nous aime, mais malheureusement, elle nous aime. Et les gens qui disent les plus grosses bêtises, c'est la famille. Pourquoi? Parce qu'ils nous aiment. Donc, chacun est là. Vous me parlez de monter une petite ou une moyenne entreprise. Donc, de quoi on parle? On ne parle pas de préparer un gâteau. Même préparer un gâteau, il y a un risque.
on parle de risque et on parle de gestion de risque. C'est-à-dire le jour où tu as décidé que tu allais monter une petite entreprise, tu comprends bien que ça peut réussir et ça peut être un échec aussi. Mais ce que tu dois faire, quand tu as bien compris que c'est un échec, tu dois vérifier et d'une certaine façon faire que si par hasard ou par malheur c'est un échec, ça ne va pas te gâcher ta vie entière. C'est-à-dire, on va essayer d'une certaine façon de retenir le risque, de faire de façon à ce qu'on ne va pas tout tomber. C'est-à-dire, on comprend très bien que quand on monte une petite et moyenne entreprise, ou moyenne entreprise, on va gérer du risque. Et maintenant, faisons bien attention. La famille, comment elle vient pour nous conseiller? Elle vient avec un amour. C'est-à-dire, si tu veux monter 60 mètres carrés, la famille va dire, non mais attends, c'est trop risqué 60 mètres carrés. Écoute, depuis tu as 20 mètres carrés, après on va voir si ça marche bien. Mais attends, mais une masse critique obligatoire que si tu ne commences pas avec, tu n'as aucune chance de réussir, c'est trop petit, 20 mètres carrés. Mais eux, ils ont peur que tu prennes trop de risques, ils te disent, et très souvent, leurs conseils sont des conseils qui viennent à travers leur logique et à travers leurs sentiments. Ils vous aiment tellement qu'ils vous embrassent. Et c'est là qu'ils donnent les plus mauvais conseils qui puissent exister. Si votre famille a déjà, c'est-à-dire si c'est une famille de commerçants, là oui, écoute ton papa ou écoute ta maman. Là, ils ont raison parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Mais quand c'est une famille qui n'a rien à voir avec le business et qui se met à conseiller dans le business, dans la majorité des cas, ce sont des mauvais conseils et c'est même de l'autre côté. C'est-à-dire, très souvent, ils vont te dire, mais Corinne, toi, mais lance-toi, risque, Corinne, toi, mais tu es incroyable, toi, tu vas rien. Mais attends, de notre côté, ils peuvent vous prendre et vous mettre en haut, et de cette façon, vous perdez le contact avec la réalité. La meilleure façon de faire, c'est de ne pas se servir de la famille en tant que conseiller, à part si ce sont des vrais experts en entreprise. Bécédaire, vous connaissez le terme bécédaire, vous savez ce que c'est? Il y a Naftali qui dit bécédaire. Bon, ben Naftali, bien sûr, c'est bécédaire, il le fait comme ça. Mais bécédaire, ça veut dire d'accord. OK? Donc, on est d'accord, on continue, les amis. Donc, ben, attends, on continue. Je continue avec quoi? La famille qu'on a employée. Mais c'est nul! La famille qu'on a employée, mais tu rêves si c'est possible, laisse tomber. La famille qu'on a employée, mais ils sont toujours malades, la famille. Ils sont malades et toutes leurs histoires, tu dois les écouter. Et tu peux pas, même, et s'ils ne travaillent pas bien, tu vas le licencier maintenant. Tu vas laisser ton beau-frère sans travail et tout. Donc, tu es en train de le payer un salaire. Maintenant, ce n'est pas dans tous les cas. Une personne intelligente évite à tomber dans un piège. Si c'est quelqu'un de la famille, est-ce que tu peux le remettre en place et parler sérieusement et lui dire toute la vérité comme tu aurais dit à un employé? Si tu te comportes comme il faut, et sinon je te licencie. Mais là, la famille, tu ne veux pas le dire. Maintenant, c'est un piège d'avance. D'avance, il fallait faire attention. Tu n'es pas obligé de prendre la famille. Maintenant, tu me dis, ma famille, écoute, cette personne, en tant qu'employé, j'ai déjà travaillé avec lui, je le connais très bien, c'est un bon employé, je sais qu'il fait le travail comme il faut. Si tu le connais déjà et tout va bien, d'accord. Mais si c'est prendre la famille, que parce qu'il parle français, il y a des Israéliens qui communiqueront avec vous et qui feront un bon travail et que vous pourrez gérer. La famille, c'est très, 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 très difficile à gérer. Donc, on fait bien attention. Les conseils de la famille ne sont pas toujours de bons conseils. Très souvent, les conseils de la famille arrivent d'une région qui est trop sentimentale et qui est mauvaise. En tant qu'employé, il vaut mieux éviter, si vous n'êtes pas obligé, de vous servir de la famille en tant qu'employé. Pourquoi? Parce que non seulement on ne veut pas dire toute la vérité, non seulement très souvent la famille se permet de faire des choses que d'autres ne se permettent pas et vous ne pouvez pas les mettre en place, mais quand on se met tous les œufs dans un panier, si ça s'écoule, ça risque d'être très, 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 très grave. Ça veut dire que ça agrandit le risque encore plus. Et on arrive à l'expert comptable.
Mes chers amis, vous savez, là, on a eu d'accord. Bon, mes chers amis, bon, il ne faut pas exagérer. Bon, Yasmine est mon ami, d'accord. Vous, pas encore. Hein, ça prendra un moment. Il ne faut pas essayer de trop. OK. Donc, l'expert comptable en tant que conseiller, l'expert comptable en tant que conseiller, là, tu te dis, attends, mais moi, je ne vais pas avoir besoin d'un conseil en Israël. Il y a tout un système qui s'appelle Ma'alot en Israël qui est là exactement pour aider les Olim Hadashim à monter leur petite et moyenne entreprise. Il y a des experts, il y a des francophones qui vont tout faire pour vous aider, mais ils vous conseillent en entreprise. Et toi, tu te dis, mais en France, ce n'est pas comme ça. En France, j'ai mon expert comptable et tout. Mais on s'en fiche. Mais en France, ils ont la Tour Eiffel. D'accord. Et en France, ils sont meilleurs au football. Et alors, mais ça n'a rien à voir avec nous. Ici, faisons bien attention. Maintenant, je vous parle de comptable ou d'expert comptable. Mes chers amis, on le verra quand on se reverra plus tard. On parlera de comptable ou de Yoetz Mas ou d'expert comptable. Ça dépend. Expert comptable, vous n'êtes obligé que si vous montez ce qui s'appelle Chevra Ba'am, une société à responsabilité limitée, ou ce qui s'appelle Malka, ou une certaine Amuta, on le verra plus tard peut-être. Mais là, le comptable en tant que conseiller, toi tu te dis, bon, il va me conseiller. Mes chers amis, là, il vient d'avoir de l'argent que l'État donnait pour les entreprises qui ont eu un chiffre d'affaires réduit en mai-juin. Vous savez, tous les 2 mois, si ça a réduit par rapport à ce qui s'est passé en 2020, tu avais le droit de recevoir de l'argent. Mais mes amis, vous croyez que tous les experts comptables se sont mis et ils ont les chiffres devant leurs yeux? Est-ce que vous croyez qu'eux, ils se sont mis à téléphoner à chacun de leurs clients, leur dire, écoute, tu as droit à cet argent? La majorité ne le font même pas. L'expert comptable ou le comptable, maintenant, je ne vous dis pas que c'est tout. Il y a 10%, c'est vraiment des perles. Ce sont des gens magnifiques. 10% des comptables, des experts comptables, c'est vraiment des gens comme il faut. Je ne dirais même pas magnifiques, qui font vraiment tout ce qu'ils doivent faire. Mais la majorité des comptables et des experts comptables, chers amis, ils cherchent à faire une chose, à vous préparer les rapports pour l'État, à répondre à vos questions quand vous les posez. C'est-à-dire, si tu poses des questions, tu ne poses pas de questions, ils ne seront même pas là. Et à vous préparer vis-à-vis de l'État. Si demain, il y a un contrôle de l'État, que les impôts viennent voir ce qui se passe, eh bien, ils sont là pour te conseiller et tout. Est-ce que c'est clair pour le moment? Oui, c'est bien clair. Mais alors, attends, mais moi, je suis au Radage, j'ai besoin qui m'explique. Attends, j'ai le droit de faire ceci. Si j'achète un ordinateur, mais comment c'est? Est-ce que l'ordinateur, il le reconnaît cette année pour les taxes ou est-ce que ça va être comment ça s'appelle? Ou est-ce que, oh là là, okay. Je ne sais pas, mais tu lui poses des questions. Ah, l'amortissement pour un ordinateur, oui, c'est sur 3 ans. Est-ce qu'il va te le dire d'avance? Malheureusement, dans la majorité des cas, c'est non. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire bien attention. L'expert comptable, avec son temps, ce qu'il fait, c'est qu'au début, pour avoir un client, il fait du marketing et il est super sympa. En deuxième lieu, vous vous attendez à ce qu'il vous prépare les rapports, il vous appelle tous les 2 mois et qu'il vous raconte ce qui se passe dans vos entreprises. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Maintenant, est-ce qu'il peut le faire? La réponse est oui, oui, oui. Mais est-ce qu'il va envisager le faire lui-même? La réponse est non, 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 dans la majorité des cas. Donc, mes chers amis, il y a une quantité industrielle d'informations que vous ramenez à l'expert comptable. À travers ça, il prépare des rapports. Est-ce que ces rapports qui visent les lois de l'État, à répondre aux règles de l'État, c'est l'État qui les oblige, on est d'accord, mais est-ce que ces rapports-là peuvent vous servir à la gestion? La réponse est oui. Mais est-ce que ça va arriver? Non. Pourquoi? Parce que c'est un peu compliqué. Je vous dirais même pire. Dans la majorité des cas, vous allez voir l'expert comptable, même s'il est gentil, il est sympa et tout, il te dit, allez, viens, Corinne, Marc, viens, je t'explique ce qui se passe chez toi. Tu lui dis, non, je suis mal garé, fais bien attention à mon dossier, et puis c'est tout. Et tu te sauves. Pourquoi? Parce que les gens ont la trouille des experts comptables, ils ont la trouille des mathématiques. Donc, on va faire exactement le contraire, les amis. 1, on va communiquer avec notre expert comptable. 2, si c'est un expert comptable qui a trop d'arrogance et qui nous parle comme si on était des abrutis, ben on va lui dire, tu vas t'arrêter. Tu vas tout reprendre, c'est moi qui te paye, et tu vas reprendre lentement pour m'expliquer exactement qu'est-ce qui se passe chez moi. Pourquoi
Parce que ces rapports-là de l'expert comptable, quand on parle du compte de résultat, en fin de compte, c'est lui qui va définir ma capacité de remboursement. Et très souvent, vous allez monter une entreprise où vous allez avoir besoin de crédit. On en reparlera tout à l'heure. Donc, dans ce cas-là, il faut faire bien attention et éviter les risques qui ne doivent pas être là-bas. C'est bon pour le moment? Donc, je fais bien attention. Faisons, Naftali, tu es gentil, au moins il fait comme ça avec la tête. Naftali, j'en ai un qui réagit, d'accord, bon, c'est bon. J'oublie que vous êtes européen, vous avez froid et tout. En Israël, tout le monde réagit tout le temps. En Israël, tu ne peux même pas parler, ils ne te laissent pas. Bon, mais il y a Naftali, il est en Israël. Ah, parce que tu es en Israël, Naftali. Voilà, je me disais, c'est incroyable ce type, il réagit. OK. L'expert comptable, faisons bien attention. Je me rapproche de l'expert comptable et je lui parle. Maintenant, faites bien attention. Très souvent, les gens disent, ouais, mais il ne veut même pas parler, il est toujours occupé. Oui, mais bien sûr qu'il est occupé. Tu viens avec avant, comme tout le monde. Tu viens avec tous tes documents avec le 15 du mois. Mais il doit tout présenter le 15. Mais s'il doit présenter le 15 jusqu'au 23, ne viens pas le voir pour lui parler. Il est trop occupé. Et c'est vrai, il est occupé. Il ne veut pas te parler, perdre son temps. Mais mes amis, vous n'avez qu'à fixer rendez-vous après le 23. Vous allez arriver chez le comptable ou l'expert comptable, vous allez voir une personne qui là à ne rien faire du tout. Il va être tout content. Tout à coup, il va voir Corinne. Bonjour Corinne, ouais, tu es venu me voir à moi, le comptable. Oui, assieds-toi, je te prépare un café Corinne avec du sucre. Surtout, ne t'en vas pas. Pourquoi le type, il n'a rien à faire entre le 23 jusqu'au 1er du mois. Donc, ne venez pas le voir avant le 15. Si vous pouvez, après le 23, et vous verrez qu'il vous écoutera et il vous expliquera tout ce qui se passe. Donc, il faut savoir se servir du comptable en tant que conseiller et faisons bien attention. Les conseils d'un comptable sont de comptabilité dans la majorité des cas. C'est-à-dire, le comptable nous raconte l'histoire ou la préhistoire. Est-ce que c'est d'accord? Donc, on parlera tout à l'heure du flux de trésorerie provisionnelle parce que quand on gère une entreprise, on parle surtout du futur. BCDR pour le moment? Oui, oui, ok. D'accord, bon, il ne faut pas y laisser m'en parler aussi. Choisir ses associés. Alors là, c'est pas facile. Pourquoi je dis choisir ses associés? Choisir ses associés, mes amis, de nouveau, j'ai vu des pièges. On va mettre les choses en place. S'associer, c'est pas bien. Est-ce que c'est clair? S'associer, c'est pas bien. Si c'est pas obligatoire, il vaut mieux ne pas prendre d'associé. Pourquoi? J'ai rencontré Bon, je vous ai raconté que j'ai grandi à Marseille, d'accord, mais pour vous dire la vérité, moi, je suis du temps de Moïse, d'accord? Ça fait des milliers d'années que j'ai vu des associés et des associés, des centaines d'associés que j'ai vus. Et dans la majorité des cas, mes amis, se mettre associé, je peux dire que dans 90% des cas, c'est pas que ça marche pas, ça marche, mais il y a beaucoup de friction. Chacun ressent des sentiments qui sont pas faciles à avoir un associé à gérer. Il y en a un qui dit, ouais, il arrive toujours à 9 heures, moi je viens à 6 heures du matin, je travaille jusqu'au soir. Et le deuxième, tu lui poses la question, il dit, mais il est là de 6 heures du matin jusqu'au soir à ne rien faire. Moi j'arrive à 9 heures, je fais mon travail. C'est un petit sentiment qui est toujours un peu dur quand on a des associés. Donc, on comprend bien que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'associer. S'associer, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que si Sam, il est expert en tapant pour un garage comment ça s'appelle, la tôle des voitures, il est spécialiste pour casser les... Et on a David qui est de l'autre côté, qui connaît la peinture. Donc Sam, il ne s'y connaît pas en peinture. David, il ne s'en connaît pas en métaux, mais les deux ensemble, ça peut très, très bien marcher. David est super en marketing. Sam, il est super en comptabilité, travailler avec les employés. Mais tu vois, il est un peu timide, Sam, il n'aime pas trop le marketing. Et David est trop fort. Hein. C'est-à-dire, dans ce cas-là, lui, il emmène 100 000 shekels, le deuxième emmène 100 000 shekels, il demande un emprunt de 100 000 shekels. Dans ce cas-là, c'est bien d'être associé, mais il faut bien choisir les associés. Très souvent, j'ai vu des Français qui choisissent un associé israélien sans vérifier qui c'est, ou quelqu'un de leur famille. Mais des fois, ils choisissent les Israéliens les plus nuls sur Terre. Mes amis, il faut bien étudier. Il faut prendre un conseiller pour bien choisir vos associés si vous décidez de prendre un associé. Si c'est possible sans associé, il vaut mieux payer quelqu'un
que prendre un associé si vous n'êtes pas obligé de prendre l'associé. Je continue. Ah, pas possible, c'est de l'anglais, ça. Mais là-bas, en haut à gauche. Ouais, l'Angleterre. Ah non, c'est les États-Unis. D'accord, bon, ça va. OK. Without data, you're just another person with an opinion. C'est-à-dire, on est là, super intelligent. Nous tous, on est assis, on pense qu'on est très fort, très doué. Mais mes amis, l'intelligence ne suffit pas. La logique ne suffit pas. Ce qu'il vous faut, ce sont des informations, des renseignements. Alors, je vais me présenter. Je suis né, hein, ouais, c'est le moment, d'accord, on est d'accord ou pas? Vous devez être curieux, mais Max, présente-toi, c'est honteux. Bon, j'ai laissé rentrer le plus possible de personnes et je vais me présenter. Donc, je suis né en Algérie en 1961 et en 1962, à mon avis, on est passé vivre à Marseille. Donc, j'ai vécu à Marseille jusqu'à l'âge de 10 ans. Après, je suis venu habiter en Israël. On a habité à Hedera, c'est une ville dans le nord d'Israël, enfin pas exactement le nord. Non. Bon, alors moi j'ai grandi, je suis resté en Israël. Il y a beaucoup de familles francophones qui sont venues avec nous, qui sont reparties en France. La majorité sont restées. Nous, on est restés en Israël, ce n'était pas facile. Donc, je me suis intégré à la société israélienne. J'ai fait l'armée en Israël. J'étais dans une unité de renseignement, ça s'appelle Shmone Matayim. Et j'ai terminé mon armée en Israël. Après, j'ai fait mes études d'économie, de sociologie et d'anthropologie à l'université de Tel Aviv. J'ai travaillé plus tard, j'ai fait des études à Banque Hapoalim, c'est une grosse banque d'Israël. Après, j'étais directeur de département de crédit. Après, j'étais directeur d'investissement. Conseiller d'investissement. Après, j'étais directeur de portefeuille à Paylim, c'est une société qui appartient à Banque Hapoalim, c'est-à-dire ça, c'est des grosses entreprises. On investit dans la bourse et tout ça. Après, j'ai créé un MATI. Ce sont des organisations à but non lucratif qui aident les gens à monter leur entreprise, à améliorer leur entreprise. Et ça, je l'ai fait pendant 4 ans. Et ça fait déjà 25 ans que je conseille les petites et moyennes entreprises. La majorité de mes clients, ce sont des Israéliens. Ils payent très, très bien. Donc, j'aime bien beaucoup les Israéliens. Je travaille avec les Français. Je travaille en anglais aussi. Donc, je travaille à l'étranger. Je travaille aussi avec le ministère des Affaires étrangères en Afrique, dans le monde entier. Et j'ai fait mon MBA, c'est-à-dire ma maîtrise en Business Administration aussi. Donc, voilà, c'est ce que je fais normalement. Je prends le café ici, là-bas, je vais entre les entreprises. Tu es gentil, Corinne, voilà, ça c'est bien, tu vois. Voilà. OK, donc normalement, tout va bien. Je fais des formations en Israël, la majorité en hébreu. Et du fait que je parle français, donc j'aime aussi travailler avec les Olim Hadashim et les gens qui parlent le français. Bon, je reprends. Une seconde, je vais voir le chat. Qu'est-ce qu'on a sur le chat pour le moment? Bon, je sais pas ça. Ah, la responsabilité de l'expert comptable. Alors, faisons bien attention. Ouais, David. Ouais, David Zins. Wow, quel beau nom. David Zins. De quel est, d'où es-tu? Tu es de France? David Zins? Super joli nom. Bon, tu m'envoies. OK. Alors, c'est pas arrivé. Hein? Bon, c'est pas grave. Alors, la responsabilité, écoute, ça dépend si tu parles d'un comptable ou d'un expert comptable. La responsabilité, normalement, tous tes rapports, si tu n'es pas une société à responsabilité limitée, tu peux les présenter tout seul. Tu n'as même pas besoin d'un comptable. Hein. En Israël, tu peux tout préparer tout seul et présenter. Mais normalement, on se sert d'un comptable ou d'un expert comptable pour nous indiquer français, d'accord. OK. Pour nous indiquer surtout quelles sont les dépenses qui vont être reconnues pour l'État. Pourquoi? Parce qu'une certaine partie des dépenses, c'est tout à fait clair que non. Une autre partie des dépenses, c'est tout à fait clair que oui, mais il y a beaucoup de gris. Ce jeu sur le gris, c'est surtout ça qui va nous conseiller. Et là, il a une responsabilité de ne pas nous dire des bêtises aussi. Si c'est une société à responsabilité limitée, du fait que tu es obligé de parler, de présenter un rapport qui est avec une double comptabilité, tu le payes. Ça peut revenir entre 4 000, 6 000, 8 000 shekels par an pour qu'il fasse une picorette.
Un contrôle. Un contrôle. Ouais, Toda Naftali, un contrôle, qu'il fasse un contrôle. Voilà, voilà, c'est bien ça. Un contrôle. Bon, moi écoutez, la France, vous avez bien compris, j'étais là-bas jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc, de temps en temps, il y a des mots qui me manquent. Alors, il ne faut pas m'en vouloir. OK, contrôle. Donc, Naftali est là. Il vient, il contrôle pour signer ton rapport, que selon ce qu'il a vérifié, tout est dans l'ordre. D'accord? Bon, les amis, je continue. Alors, without data, you're just another person with an opinion. C'est joli ça. Pourquoi? Parce que les gens parlent et tout. Mais attends, sur quoi tu as basé? Quelles sont les données sur lesquelles tu les as basées? Si tu n'as pas de données, ben voilà, attends, tu parles pour rien. Tu donnes ton opinion, c'est tout. Tu vaux toujours moins que quelqu'un qui a des données. Et je vous ai dit, j'étais dans les renseignements en Israël, il n'y a que les données, c'est avec les données, c'est qu'avec les renseignements que tu peux gagner la guerre, parce que tu sais de quoi tu parles. À mon avis, il y a même Napoléon qui a dit un espion bien placé vaut 10 000 soldats. Je ne suis pas sûr que c'est Napoléon qui l'a dit. OK, donc quand je vous parle de data, je vais vous donner un exemple. Enregistrés sont entrepris à la mairie Richou Yassaki. Mes chers amis, là, on est en train de parler de data, d'information. Il y a un jour, il y a une femme qui est venue, qui avait monté, une Marocaine, elle a monté un petit restaurant. Elle a monté un petit restaurant où elle a monté à Karlibach, à Tel Aviv. C'est une rue à Tel Aviv. Elle a monté un restaurant, cette Marocaine, il fallait voir. Incroyable. Elle devait avoir dans les 55 ans, 60 ans, je ne sais pas. Et elle s'est mise à préparer de la cuisine marocaine. Et c'était bon, c'était incroyable. C'était rempli complètement. Et encore ce restaurant, elle a repris, ce n'est pas vraiment un restaurant, c'est un emplacement, vous voyez. Et elle a repris cet emplacement à un type qui était avant elle, qui était dégueulasse. Le type, la bouffe était mauvaise, tout était sale, c'était froid, c'était même pas bon. Il avait même du noir dans les ongles, tellement et personne ne venait dans son restaurant tellement il était mauvais comme restaurant. Donc cette Marocaine a repris et elle s'est mise à travailler. Elle a fait de la bouffe marocaine, c'était incroyable. Tout le monde adorait ce qu'elle faisait. Et quelques mois après, tout à coup, il y a la mairie qui est venue. Ils lui ont dit, qu'est-ce que vous faites, madame? Eh bien, je fais de la bouffe. Mais vous n'avez pas le droit. Vous êtes en train de préparer de la viande. Il dit, comment ça, je n'ai pas le droit? Ils disent, mais madame, Richouille Asakim, vous ne le saviez pas, madame? Est-ce que vous devez passer par la mairie? À la mairie, il y a un département qui s'appelle Richouille Asakim. C'est lui qui donne les permissions de préparer un business. Mais ma chère dame, quand vous préparez un restaurant, vous devez passer par quelques sections que c'est eux qui vont vous dire. Et à Tel Aviv, madame, jusqu'à 18 mètres, tu as le droit de faire mise-monde. Jusqu'à 22 mètres falafel, j'invente les chiffres, hein, jusqu'à 28 mètres khalavi, et pour avoir bassari, c'est-à-dire vendre de la viande, à part si c'est un shawarma, j'invente un chiffre parce que je ne me souviens pas des chiffres, vous avez besoin d'un minimum de 34 mètres. Et 34 mètres, madame, c'est dans le sud de Tel Aviv, parce que dans le nord de Tel Aviv, vous multipliez tout par 1,4, parce que c'est le nord de Tel Aviv, c'est des règles de Tel Aviv. Mais la femme n'en revenait pas. Elle dit, bon, mais maintenant, vous allez me laisser travailler parce que de toute façon, moi, ça y est, j'ai déjà... Ils lui ont dit, non, madame, vous n'avez pas le droit. Il dit, mais comment je n'ai pas le droit? Moi, j'ai un contrat. Il dit, mais on s'en fiche de votre contrat. Il dit, mais celui qui était avant moi, il faisait de la viande. Il dit, oui, on l'attaque en justice, ce type-là. C'était un délinquant. Il dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, vous n'avez qu'à fermer. Alors, qu'est-ce qu'elle a posé comme question? Est-ce que j'ai le droit, avec cette surface, de faire khalavi, c'est-à-dire de vendre naftali, et laitier, ok? Des produits lactés. Des produits lactés, ok. Est-ce que je... Ils lui ont dit oui. Mais vous imaginez la catastrophe, une Marocaine qui vend des produits lactés, une Marocaine, c'est de la viande, Marocain, c'est viande et poissons, c'est pas lait, ça n'a rien à voir. Au Maroc, je ne sais même pas s'il y avait des chèvres. Est-ce que c'est... Bon, je blague, hein.
Mais on a bien. Et cette pauvre dame, non seulement ça, elle a fait encore un investissement et elle s'est complètement fracassée. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que mes chers amis, quand je vous ai dit, without data, you're just another person with an opinion. Mes amis, est-ce que vous comprenez bien que si cette madame serait venue me voir avant, je redis, madame, avant de vous lancer, d'abord, il faut aller voir Rishua Saki. Mes amis, est-ce que vous avez combien de Français j'ai sauvé d'Israéliens qui voulaient les arnaquer? Maintenant, faites bien attention. Vous vous dites, on vient en Israël, on aime tout le monde et tout. Mais attends, c'est comme au Japon. Si vous allez au Japon, est-ce que vous croyez que tous les Japonais vont être gentils avec vous? Si vous allez en Afrique, écoutez, c'est le monde du business. Allez, on se réveille. On se réveille. On comprend bien que le monde du business, ce n'est pas un monde facile. Et il y a des escrocs qui cherchent des pigeons. Et vous, malheureusement, vous êtes des pigeons potentiels. C'est-à-dire, on ne va pas se servir de sa logique seulement. Si vous êtes intelligent, ça peut aider encore mieux, mais en deuxième place, pas en première place. C'est-à-dire, je vais aller voir, et mes amis, pour avoir la réponse, si cette Marocaine serait venue me voir, je vous promets à 100% qu'elle n'aurait pas perdu toutes les économies de sa vie, la pauvre Marocaine. Est-ce que c'est clair? Oui, Yofi. OK. Donc, très bien, David Zinn me répond aussi. Voilà, alors ça commence à bouger. Bon, oh là là, quel public incroyable, c'est français. OK, on continue. Alors, la banque est un chouk. Maintenant, mes amis, vous allez monter votre entreprise, faites bien attention. La banque, c'est un chouk. Qu'est-ce que j'entends par la banque? Vous vous dites, attends, mais la banque, ça, quoi? Attends, je ferme les yeux, j'ouvre mes yeux, je pense à une banque, une pharmacie. Ça me rappelle une pharmacie. Mais non, ce n'est pas une pharmacie, une banque. La pharmacie, elle est en haut, en bas, c'est des égouts. Est-ce que c'est clair? Une banque, c'est des gens qui trafiquent et tout, et de l'argent. Et maintenant, c'est un souk. Mes amis, il faut bien vous préparer. Et vous allez, en premier lieu, séparer le compte de l'entreprise de votre compte privé. Est-ce que tout le monde a bien compris? Vous allez le faire. Je vais même vous envoyer sur chat. Non, je vais vous le dire. De toute façon, c'est enregistré. Il y a, pour les gens qui vont monter des petites et moyennes entreprises, il y a des masloul. Un parcours, Des parcours. une OK. filière. Une filière. OK. Il y a deux possibilités. Il y a ce qui s'appelle Masloul Bessissi et Masloul Mourchav. Ce sont des masloulim, des méthodes de travail que les banques en Israël sont obligées de vous donner la possibilité de vous servir de ça. C'est-à-dire, un masloul Bessissi, ça coûte 10 shekels par mois. C'est tout. Ils n'ont pas le droit de vous prendre plus, mais c'est jusqu'à une certaine quantité d'actions à la banque. Si vous avez un peu plus d'ampleur, ça va vous revenir jusqu'à 30 shekels par mois. Ça vous permet de faire plus de 50 lignes sur vos comptes. C'est-à-dire, ce qu'il va falloir bien voir, ce sont deux choses. Un, on va séparer les deux comptes. Vous n'êtes pas là à essayer d'économiser pour quelques shekels, pour 10 shekels, 20 shekels, 30 shekels. Vous allez séparer votre compte. Vous n'allez pas essayer d'être avare dans ce cas-là. On va lâcher un peu pour savoir exactement ce qui se passe chez nous. Ça, c'est un. Deux, du moment où vous avez besoin d'un peu plus d'activité, ce que vous allez faire, c'est négocier avec la banque. La banque, elle est là pour faire du profit. Vous allez négocier. Non seulement, vous n'allez pas venir avec la tête comme ça, comme si quelqu'un vous a bousculé avant. C'est une banque. Ils ne sont pas là pour vous embrasser. Ils sont là pour faire des affaires. Donc, si de temps en temps, ils cherchent à avoir du gain, il ne faut pas être vexé et avoir raison. On laisse toute la vexation de côté et on se lance au travail. On va venir faire du business. Et il me dit, j'aimerais te prendre un intérêt de prime plus 6%. Tu vas lui répondre, prime plus 6%, jamais de la vie. Au maximum, prime plus 2%. Et en fin de compte, vous terminerez avec prime plus 3%. Est-ce que c'est clair? Mais je vous dirais même plus, du moment où tu négocies, je te dis la vérité, David. Moi, en tant que directeur de crédit, je t'aime plus que les autres. Pourquoi? Parce que je me dis, si ce David, il négocie avec moi
ça veut dire qu'il est en train de négocier avec les fournisseurs, il négocie avec l'assurance. C'est-à-dire, cette personne est une personne qui va me rembourser. Est-ce que c'est clair? Moi aussi, en tant que banquier, je gère le risque. Et si tu me parais en tant qu'Olé-Khadash, qui ne comprend rien du tout, que je pense que l'argent que je te donne, tu risques de le perdre avec une chance de perdre de 90%. Mais je vais te prendre un intérêt incroyable. Et c'est très souvent ce qui arrive aux Olim Hadashim, qui ne savent pas qu'il faut négocier, qui ne savent pas qu'il faut aussi communiquer avec le banquier. C'est Israël. En Israël, les gens parlent. En France, vous avez des tableaux. En Israël, on a des tableaux aussi. Mais les tableaux, c'est pour les pigeons. Est-ce que c'est clair? Les tableaux, on s'en fiche s'il y a des tableaux. N'oubliez pas, messieurs, dames, Israël, c'est le Moyen-Orient. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Asie. C'est un pays où on danse. Est-ce que c'est clair? On vous dit quelque chose et on danse. Tout le monde danse en Israël. Il y a presque jamais blanc, noir. Il y a beaucoup de gris. 200 sortes de gris. Et c'est à vous retrouver. On ne se sent jamais comme si on avait fait une affaire à 100%. Mais j'aimerais que vous vous retrouviez avec le sentiment que vous avez un peu négocié. Eh bien, David, tiens, la première fois, ce n'était pas très bien réussi, mais au moins tu as osé. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça que tu te rapproches de la mentalité et que tu te rapproches aussi des Israéliens. Je continue. Plan de financement prévisionnel. Il y a des gens qui viennent avec des idées et qui ont une idée qui peut être géniale, mais malheureusement, ils ne viennent pas avec assez de fonds propres. Quand tu veux te lancer, on ne peut pas baser une idée sur un levier qui est à 100% bancaire. On doit investir, il doit y avoir une proportion entre nos fonds propres et Chaim. Vous pouvez voir aussi, hein, c'est pas... OK. Vous savez, c'est de la nisette. Hein? On est là, ah voilà, David, c'est de la nisette. OK. Je reprends. Donc, on est en train de parler d'une pensée qui dit « je vais m'investir ». Mais fais bien attention, quand tu t'investis, vous êtes obligé de préparer, de vous asseoir tranquillement avec un Israélien qui connaît le marché pour définir votre plan de financement prévisionnel. Le plan de financement prévisionnel inclut deux parties. Un des pires pièges, c'est d'arriver avec pas assez de fonds propres. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Nous avons d'un côté les besoins. Vous vous asseyez avec un conseiller. Les Mahalot ont des conseillers. Est-ce que c'est clair? Vous allez aux Mahalot, pourquoi? Parce que c'est des organisations qui appartiennent au ministère de l'intégration, c'est-à-dire c'est gouvernemental, ce n'est pas des gens qui sont là pour vous arnaquer. Chaque fois que vous perdez un peu l'azimout, vous allez voir, là, ils sont obligés de vous dire la vérité parce que c'est le gouvernement, il a intérêt à ce que l'Olim Hadashim reste en Israël. Donc, on va voir une personne et on lui pose des questions. Ton plan de financement, c'est là, j'ai 300 000 shekels, je vais me lancer avec 300 000 shekels. Jamais de la vie. Tu as 300 000 shekels, attends. Attends. On va vérifier les besoins. Quels sont les besoins? Les besoins, d'abord, en immobilisation. David, quand tu fermes les yeux, voilà, tu t'imagines les meubles du commerce que tu veux monter. Tu me dis, ouais, je m'imagine des meubles. Et David est en train d'imaginer tout acheter à Ikea. Et on a Corinne Gozlan qui a fermé les yeux et elle voit une spécialiste qui va venir lui faire du modeling pour tous ces meubles. Donc, David nous parlait des meubles 100 000 shekels. Corinne Gozlan déjà nous parle de 400 000 shekels. Et on a Naftali qui dit, moi, j'achète tout d'occasion. Avec 60 000 shekels, ça suffit, je vais les repeindre. Et puis, chacun avec ses idées. Donc, on va faire une étude, combien ça va me coûter. Mais est-ce que ça suffit? La réponse est non. La deuxième partie, mes amis, va être calculer les besoins en fonds de roulement. Est-ce que c'est clair? Pourquoi? Parce que, mon cher David, le fait que tu es là, ça ne veut pas dire maintenant tout le monde va lâcher ce qu'il faisait hier. Il va dire, ah, David est là, allez, on se lance, tout le monde. Mon cher David,
ça va prendre longtemps jusqu'à ce que tout le monde te connaisse. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, très souvent, au début, on perd, et à un certain moment, on arrive à notre seuil de rentabilité, c'est là qu'on se met à remonter la pente. Est-ce que c'est clair? Donc, un conseiller va vous calculer exactement, il calcule exactement quelles vont être les nécessités, les besoins en fonds de roulement. Mais du fait que le fait qu'il a calculé exactement, ça ne veut pas tout dire. Pourquoi? Parce qu'on a des surprises. Donc, lui, il fait le calcul exact, et sur le total des calculs, on va ajouter des surprises entre 5 et 15%. Est-ce que c'est clair? Mais malgré ça, vous devez tout faire pour de vrai. Et voilà, j'ai défini tous mes besoins. Davidson, c'est incroyable. C'est devenu de la magie. C'est exactement 300 000 shekels. C'est exactement tes fonds propres. Tu me dis, Max, mais je suis tout content. Incroyable, c'est exactement mes fonds propres. Erreur. Maintenant, on va passer au deuxième côté. Là, tu m'as parlé des besoins. On va passer aux ressources. Tu me dis, mes ressources, je les ai. Des fonds propres, j'ai 300 000. Je te dis, ça va être une grave erreur. David, ce qu'on va faire, on va investir 200 000 de tes fonds propres et on va emprunter 100 000. Tu me dis, mais pourquoi je vais payer les intérêts et tout? Je te dis, mais arrête. Tu es en train de parler comme si c'était une famille. Ce n'est pas de la famille, c'est du business. Les intérêts, on s'en fiche. On va les payer le minimum possible. On va payer les intérêts, il n'y a aucun mal. Tu dis, alors, qu'est-ce que je vais faire? Écoute, on va emprunter 100 000. Et 100 000, on va mettre de côté. Pourquoi? Parce que si tout à l'heure, on a une surprise, on a besoin d'un peu plus d'argent, on a l'argent de côté. Si ça marche, mais tu as besoin d'un peu plus en fonds de roulement, eh bien voilà. Si ça marche très bien, tu vas vouloir agrandir ton entreprise. Donc, tu auras 100 000 à investir de nouveau et à emprunter encore 100 000. Est-ce que c'est bien? C'est comme ça qu'on fait du business. On ne le fait pas avec la logique. Éviter le piège, c'est mettre tout ton argent dans un panier et demain, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est foutu. Est-ce que c'est clair, les amis? Ce sont des méthodes et des pièges où il y a beaucoup d'olim hadashim qui tombent. Et c'est ça qu'on doit éviter. C'est cher, la politique de prix. Oh là là, c'est presque terminé, mais je vais vous languir. Incroyable. Comment je vais faire? Bon, pas tous, d'accord. Yasmine, je vais la languir. Bon, allez, Naftali aussi, je te languis. Davy, je te languis aussi. Corinne, d'accord. OK. On continue alors. La politique des prix. Alors, c'est cher, c'est cher. Mais mes amis, il faut faire un switch. Vous n'êtes pas client. Si c'est cher, c'est bien. Est-ce que c'est clair? C'est ce qu'on va étudier en Israël. Si c'est cher, c'est bien. Je ne vais pas aller chercher pour ma fille la psychologue la moins chère de toute la vie. Je vais chercher quelqu'un qui, après 5 rencontres, me la remet en place et puis c'est tout. Sinon, je vais lui donner des cachets. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par ça? On ne cherche pas toujours. Si tu as mal au dos, tu ne vas pas aller chercher un masseur à 60 shekels et puis c'est tout. Comme ça, je le paye moins. Tu cherches quelqu'un qui. C'est-à-dire, le prix. On arrête de penser en tant que client. On comprend que le prix doit inclure une valeur. Et on va essayer doucement, doucement de faire monter nos prix. David, on est au Moyen-Orient. Donc, on va voir aussi que très souvent, je donne des rabais. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas en Suisse. On n'est pas en Suisse où tout est marqué, tout est fixé. En Israël, tu fixes un prix et très souvent, on baisse un peu. On étudiera comment le faire. Le futur est là. On gère le futur. On va être obligé. Et là, David, tu m'avais posé la question tout à l'heure pour l'expert comptable. Tu te souviens? Et après, alors, fais bien attention, mon cher David. Il faut bien, bien, bien comprendre que l'expert comptable, dans son caractère, est-ce que tu comprends que c'est une personne qui n'aime pas trop le risque? Est-ce que tu comprends que tout ce qu'il veut marquer, il te dit, mais tu m'emmènes une facture avant. Et donc, tu lui dis, fais-moi mon flux de trésorerie prévisionnel. Attends, prévisionnel, ça n'existe pas encore. Mais lui, son caractère, c'est plutôt un caractère qui parle du passé, moins du futur. Donc, il y a beaucoup d'experts comptables ou de comptables qui n'aiment pas le faire. Est-ce que tu comprends? C'est un caractère tout à fait différent. Est-ce que c'est aussi compliqué que ça? La réponse est non. Donc, il va falloir voir comment préparer votre flux de trésorerie prévisionnelle et vous êtes obligé de préparer un flux de trésorerie prévisionnelle. Comprenons bien, chers amis, le flux de trésorerie prévisionnelle est la reine, comme un échec, le meilleur, c'est la reine, on est d'accord? La pièce. La pièce, la meilleure, c'est la reine, on est d'accord? La reine de la gestion financière, mes amis, et la reine de la gestion d'entreprise, c'est le flux de trésorerie prévisionnelle.
Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais de toute façon, je ne sais pas ce qui va se passer. Ils montent leur entreprise sans flux de trésor prévisionnel. Et c'est ça qui les fait échouer. Pourquoi? Parce que le futur est là, mes amis. C'est-à-dire, je peux déjà réagir au futur. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer est déjà là. Je peux savoir ce qui va se passer dans 2 mois. Alors, au lieu d'attendre 2 mois avant que tout arrive et échouer, eh bien, je réagis dès maintenant. Je vais voir mon fournisseur. Je vais dire, écoute, fournisseur, je sais, tu peux, écoute, le chèque, eh bien, tu ne le mets pas ce mois, attends un mois. Allez, est-ce que c'est clair? Et c'est comme ça qu'on va mieux gérer notre flux de... Et worst comes to worst, on va à la banque et on dit, pour un mois, je vais avoir besoin d'un peu plus de crédit. Est-ce que c'est clair? OK. Oui, c'est clair, c'est clair. Alors, on termine avec ça. Vous connaissez cet aviateur? Qu'est-ce qu'il a écrit, cet aviateur? Bon, allez, maintenant, bon, il reste 5 minutes. Donc, ma chère Yasmine, tu peux les laisser lâcher les micros? Libérer les micros, comme ça ils peuvent parler? Peut-être qu'en attendant, tu réponds aux questions qui ont été posées. Oui, c'est exactement pour ça que je le fais. C'est pour Je ça que laisserai la possibilité de faire un mute, mais pas tous en même temps, juste. OK. On n'est pas très nombreux ce soir, donc on peut le faire. Ouais. Alors d'abord, David, qu'est-ce que Antoine de Saint-Exupéry a écrit? En particulier Le Petit Prince, mais il n'a pas fait que ça. Voilà. Bonne réponse, David. Bonne réponse. On a trouvé sa gourmette et son avion pas loin de chez moi, en Méditerranée, il n'y a pas très longtemps. C'est vrai, en Méditerranée, il n'y a pas longtemps qu'ils l'ont retrouvé, c'est vrai. Il a fait surtout la ligne qui allait de France vers Dakar, et après qui traversait l'Amérique, l'océan Atlantique. Très bien. OK, alors, est-ce que tu as une question? Qui est-ce qui a des questions? Vous aimeriez poser des questions? Pour revenir sur le Rishu Yasakim, oui. Si c'est une société style, comment ça s'appelle, Yehoutz Mashkentaot, ce genre de choses, on a aussi besoin du Rishu? Non, non seulement tu n'as pas besoin de Rishu, mais tu peux le faire normalement. Tu peux le faire de chez... Tu parles de chez toi, oui? De chez moi. Il n'y a aucun problème, normalement. Il n'y a pas besoin de Rishu. Non, il n'y a pas besoin de richouille. Ou par exemple, si tu es dans un canyon, ils ont le richouille pour tout le monde. Si tu as un magasin d'habits, tu n'es pas obligé. Est-ce que c'est clair? Non seulement ça, Corinne, mais même une partie de tes dépenses qui sont à la maison, ils sont reconnus par les taxes. Est-ce que c'est clair? L'électricité, l'eau, ce genre de choses. L'électricité, l'eau. C'est l'eau, le loyer. Comment? L'électricité, l'eau et les taxes, pas le loyer. Très bien. Le loyer, non. Fais bien attention, le loyer, non. Mais celle-là, il faut bien faire attention, à part si ça a été loué avec une cheshbonite et tout. Mais sinon, le loyer, non. Très bien, Corinne. Autre question? Où vous étiez pendant qu'on a fait l'Alia, nous, depuis 17 ans? Parce que vous nous avez manqué. Alors toi, tu es en Israël, alors? Moi, oui, je suis en Israël depuis 17 ans et toutes les erreurs que vous avez citées, on les a toutes faites. On n'en a oublié aucune. Ah là, c'est triste, Corinne. Où est-ce que tu habites? Moi, je suis dans le Gouche Etzion. Ah, d'accord. OK. Alors, écoute, je suis désolé d'entendre ça, ma chère. Aujourd'hui, j'ai rencontré une personne que je conseillais. À 23 ans, il a déjà fait presque toutes les erreurs possibles sur Terre. Il a 26 ans et il a dit... Je remercie Dieu de m'avoir fait échouer à l'âge de 23 ans. Si c'était plus tard, ça aurait été la catastrophe. C'est la catastrophe. Je me remets à respirer. D'accord. Alors, ma chère Corinne, tu appuies encore plus fort sur ce que j'ai dit. Il faut éviter les pièges. Pour éviter les pièges, mes amis, il ne faut pas être arrogant. Il faut penser plus simple. Est-ce que c'est clair? On pense plus simple. On ne se dit pas « je sais tout » ou « je pense que ça ». On pose des questions. Bécéder, les amis? OK. Autre question? Tout va bien? Oui, bonjour. Oui, sorry, je n'allume pas le micro. Je parle à Belgique, mais je me suis fait confortable. Alors bon, je suis contente que j'ai eu le temps d'écouter. Merci pour aussi inclure des exemples de psychologues. J'en avais en fait 2 questions. Premièrement,
Donc, si je comprends bien, dans le cas que je commence une pratique privée, je devrais aussi m'inscrire demander un richouille? Non, non, tu travailles de chez toi. J'ai encore aucune idée si notre appartement sera assez grand. Non, même si tu loues un appartement et tout, tu n'auras pas besoin de richouille à Saki. Même si tu leur téléphones, ils t'ont dit, mais pourquoi tu nous téléphones? Non, je parle surtout C'était un exemple, ce que j'ai donné, c'est un exemple pour une personne qui croit qu'il sait tout, au lieu de poser une question. Donc, tu as tout à fait raison de poser la question. Est-ce que j'ai besoin, oui ou non? Je te réponds non. OK, oui. Voilà, c'est tout. Mais c'était un exemple. C'était pour donner le sentiment, parce que cette histoire, elle est jolie. Pourquoi elle est jolie? Parce que cette dame, si elle n'aurait pas fait si elle aurait posé des questions, tu peux être sûre et certaine qu'elle ne serait pas dans cette situation où elle a perdu tout ce qu'elle a économisé pendant toute sa vie, Gila. Mais c'est alors, dans ton cas, tu peux être tranquille. OK. Continue. Et en fait, ma deuxième question est aussi un peu concrète. Il faut faire reconnaître souvent des diplômes. Et le diplôme de psychologue, je ne sais pas comment ils reconnaissent les diplômes de la Belgique. Dans le cas qu'on travaille dans le privé et pas pour les coupotes Rolim, est-ce qu'il faut aussi faire la reconnaissance des diplômes ou... Je te dis la vérité, là, je ne m'y connais pas. Je ne connais pas cette réponse. C'est assez concret, je sais. Malheureusement. D'accord. Il y a ma fille qui va devenir psychologue clinique aussi. Elle est en... Ah, OK. Ouais. Mais je te dis, il y a vraiment tout un département à l'agence juive et à la Histadrut Hatzionit qui répondent à toutes ces questions, qui sont spécialistes en tous les diplômes et tout. Donc, il faudra leur poser à eux la question. D'accord. Non, parce qu'aussi pour des comptables. Merci, mais aussi pour des comptables, il y a plein de métiers que pour le diplôme il y a les comptables, les dentistes, tous, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce sont des choses où toute la Histadrut Hatzionit, tout le monde travaille pour que l'État d'Israël fasse que leurs lois soient un peu plus... adaptées. Plus adaptées, surtout qu'il y a des gens qui viennent avec beaucoup plus de savoir que les Israéliens. Donc, bon. Oui, mais j'étais curieuse si... quand on engage quelqu'un, ici en Belgique, on demande ses diplômes et parfois quand certains gens qui commencent dans le privé pour leur propre compte, pour certains métiers, c'est bien nécessaire et pour certains pas. Et je me demandais comment c'est en Israël. Il y a certains... c'est sûr qu'en tant que psychologue clinique, c'est sûr que tu as besoin de diplôme, mais il faut vraiment vérifier exactement. Okay, c'est vrai qu'en Israël, il y a beaucoup de liberté sur certains métiers. Par exemple, conseiller. Tu peux dire demain que tu es conseiller en modeling, dans ce que tu veux, voilà. Mais conseiller en bourse, non. C'est-à-dire, il faut vraiment poser des questions, il faut vérifier. Écoute, chacun a sa vie, c'est ce qu'il a de plus important dans le monde, d'accord? Donc, dans ta vie à toi, ce qu'il y a de plus important, c'est répondre à tes réponses. Donc, je te dis, il y a la possibilité de passer par les mains à l'autre, poser des questions, recevoir des réponses précises. C'est-à-dire pas « je pense que », mais vraiment, tu rencontres quelqu'un, tu lui poses des questions. Tu envoies par mail pour avoir des questions, des réponses écrites. D'accord, super, merci. Ouais, merci. Je t'en prie, Gila. Autre question, les amis? Ça va? Alors, écoutez, tous ceux qui ont mis leur caméra, ça fait super plaisir. Mettez toujours les caméras. Même si vous ne souriez pas, ce n'est pas grave. Voir quelqu'un, ça fait toujours plaisir. Il y a Yves qui a tout un monde derrière lui. Quelle ville tu as derrière toi, Yves? Je suis curieux, Yves. Qu'est-ce que c'est comme ville? C'est Manhattan. Manhattan derrière, oui, effectivement, oui. Je suis encore au bureau. Manhattan. Ma femme est américaine. Ouais, mais elle est de Boston, hein? C'est pas mais c'est juste la photo, hein. Moi, je suis à Lyon, je suis en France. Ah, d'accord, ouais. Le Lyon, c'est super aussi, hein. C'est super beau, Lyon. Ok, les amis. Marie-Thérèse, c'est gentil d'avoir allumé. Avigabay, Todaraba. Alors, Daniel, je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir à tous. On peut avoir votre numéro de téléphone? Ouais, tu peux. Vous voulez que je le mette sur le chat? Oui, ça serait bien. Oui, je vais le mettre sur le chat. Écoute, mais tu m'envoies WhatsApp, d'accord? D'accord. Mais dans quelle ville vous êtes? Tel Aviv. Tel Aviv, d'accord. Alors, ok, c'est quoi le numéro? Regarde. Tu le vois? 054 46 71 888. Ça roule. Ouais. Merci. Nathan Bevakasha et mon nom c'est Max Zah. Les amis, je vous remercie beaucoup. Yasmine, merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Pour ceux qui arrivent. Merci beaucoup, Max.
On a passé un très bon moment avec toi. On a appris beaucoup de choses. C'était très sympa. Ouais. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir, merci. Shabbat shalom. Shabbat shalom à tout le monde. À bientôt. Shabbat shalom. ביי, תודה מקס, תודה bientôt. נפתלי. וגם תודה בבקשה, לאבי. תודה נפתלי, תודה. תודה. שלום, שלום.